Bonjour et bienvenue, vous écoutez C'était ce jour-là, une série de podcasts consacrée à l'histoire des Juifs en Europe. Je suis Isabelle Pirambeau, ancienne correspondante de presse à l'étranger, traductrice et rédactrice. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de ceux qui se consacrent à la mémoire de l'Holocauste. Dans cet épisode, j'ai choisi de vous emmener dans la grande synagogue de Bordeaux où nous allons rencontrer Carole Lémé. Carole Lémé est anthropologue à l'Université de Bordeaux, chercheuse au laboratoire Passage CNRS-UMR. Elle est spécialiste des questions mémorielles. L'anthropologue a mené des années de recherche pour reconstituer le parcours des Juifs qui ont vécu les grandes vagues d'arrestations dans la région en 1944. Le fruit de son travail est contenu dans une exposition intitulée « La Shoah en Gironde », focale sur les arrestations, internements et déportations du convoi du 12 janvier 1944. Dans ce podcast, Carole Lémé nous explique la genèse de cette exposition dont elle est l'auteur. Il y a une double genèse. Il y a d'une part les faits de janvier 1944, c'est-à-dire l'arrestation, les processus d'arrestation, ce que les personnes appellent en général les rafles ou désignent par le terme de rafle, donc les processus d'arrestation, d'internement et de déportation. Au pluriel, puisqu'il y a le convoi Bordeaux-Drancy et puis ensuite les convois vers d'autres camps et en particulier très majoritairement vers le camp d'Auschwitz-Birkenau. Donc il y avait quelque chose qui était lié à une commémoration, qui sont liés aux faits pour lesquels les victimes ont été internées dans cette grande synagogue en janvier 1944 et en vue d'être versées dans ce qui allait constituer le 9e des convois Bordeaux-Drancy, partis de Bordeaux, puisqu'au total il y a eu 10 convois. Donc là on se retrouve sur l'avant-dernier des convois, et avec, je le répète, cette singularité historique très importante pour la façade occidentale. La grande synagogue de Bordeaux est la seule synagogue d'Europe occidentale à avoir servi de lieu non seulement d'internement, mais aussi de point de départ pour un convoi de déportation. Le consistoire m'avait demandé si je pouvais faire quelque chose pour commémorer la date anniversaire et surtout de restituer les faits à partir de mon travail de recherche, ce que j'ai accepté et qui est donc dans l'exposition. Et il y a autre chose en face, qui a installé à la droite de l'Héral, c'est-à-dire de l'Arche Sainte de cette synagogue, et qui est la paroi des noms. Alors, je l'ai constituée en même temps que l'exposition, mais elle est différente de l'exposition, puisqu'il s'agit, j'ai inscrit le nom de l'ensemble des victimes ayant été déportées depuis la gare de Bordeaux, donc de 1942 à 1944, sur les 10 convois de déportation partis de Bordeaux. Donc, lorsque nous avons inauguré l'exposition dans la grande synagogue, nous avons inauguré en même temps cette paroi des noms que j'ai faite simultanément pour l'occasion, mais qui ne concerne pas que le convoi de janvier 1944, qui concerne bien les 10 convois de déportation et l'ensemble donc des victimes parties dans les convois Bordeaux-Drancy. Pouvez-vous nous expliquer comment justement vous avez procédé pour retrouver ces noms ? Alors, concernant les noms figurant sur la paroi des noms, j'ai recoupé bien entendu toutes les listes qui étaient existantes, les listes notamment établies par Serge Klarsfeld, mais aussi par Michel Szynski, qui était une victime du parti civil dans le procès Papon, les listes établies par les magistrats dans le cadre de la procédure contre Maurice Papon, les listes qui avaient déjà été plus ou moins recoupées par Jean-Marie Matisson, et par d'autres. En fait, j'ai fait un recoupement, j'ai déjà comparé les différentes listes en présence. Et puis, comme je suis anthropologue, j'ai beaucoup travaillé en fait avec des survivants qui m'avaient parlé des leurs, de ceux qui n'étaient pas revenus, et aussi avec des survivants revenus de ces camps. Donc, à partir de ces différentes listes, en fait, je suis surtout allée travailler dans les archives et j'ai travaillé sur toutes les listes qui avaient sur le fichier juif conservé ici, concernant les personnes qui avaient été inscrites
lors des recensements, mais surtout, j'ai travaillé sur l'établissement des listes d'arrestation qui avaient été rédigées, effectuées par le service des questions juives de la préfecture de Bordeaux, dont Maurice Papon était le responsable. Et ces listes d'arrestation étaient remises aux policiers et aux gendarmes, selon les communes. Et j'ai donc travaillé sur l'établissement de ces listes, puis sur les listes qui avaient été distribuées aux forces de l'ordre. J'ai aussi travaillé sur les fonds de la gendarmerie, c'est-à-dire ce qui avait été fait du côté de la gendarmerie. Et puis, j'ai travaillé sur les listes, parce que vous savez, c'est très administratif. J'ai travaillé sur les listes, parce que quand on fait partir un convoi, on compte le nombre de personnes qui montent dans un convoi. Et quand un convoi arrive, on compte le nombre de personnes qu'il y a à l'arrivée, ou s'il y a eu des évasions sur les comptes rendus d'évasion, etc. Et puis ensuite, j'ai travaillé sur les listes, bien entendu, des fichiers liés à Drancy, les différentes listes. Et puis j'ai travaillé aussi sur les listes liées que l'on trouve sur Yad Vashem, dans la base de données aussi d'Auschwitz, et puis aussi au niveau du mémorial de Washington. Enfin, donc vous voyez, j'ai croisé un assez grand nombre de ressources, de documents, et donc j'avais opéré des mises à jour concernant certains noms, certaines personnes, et j'ai opté pour une nomenclature qui n'existait pas du tout encore quand j'ai effectué cette paroi des noms. Donc j'ai procédé convoi par convoi, donc de juillet 42 à mai 44, puisqu'ici les convois c'est de juillet 42 à mai 44, et j'ai inscrit les noms sous la diversité des formes que j'avais pu trouver, sous lesquelles je les avais trouvées dans les archives, pour que si un jour des descendants cherchent les leurs, parce que justement qu'ils soient conscients que selon les archives qu'ils ont entre les mains, ils vont peut-être pas les trouver, parce que quelquefois ils ne cherchent pas en fonction de la façon dont elles ont été transcrites. Cela, bien entendu, les prénoms, mais surtout ce qui m'importait beaucoup, c'était l'âge, parce que je suis anthropologue et que pour faire comprendre à nos concitoyens la singularité d'un génocide parmi d'autres meurtres et au sein aussi des crimes contre l'humanité, c'est l'assassinat systématique des femmes et des enfants, pour qu'il n'y ait plus de continuum à venir, pour qu'il n'y ait plus de génération à venir. Le plus jeune, ici, avait une dizaine de jours, c'était un bébé. Le deuxième plus jeune, Alain Gross, il avait 3 mois. Ici, dans les faits, donc Alain Gross et le bébé Torres, en fait, ils sont du convoi de janvier 44. Donc dans les faits que je relate au niveau de l'exposition. Mais il y a eu d'autres enfants, vraiment aussi en très bas âge, sur d'autres convois. Et il me semblait très important que, parce que la synagogue est visitée par des personnes qui ne sont pas nécessairement concernées dans leur histoire familiale par ces faits, parce qu'elle est visitée aussi par des scolaires, par des enseignants. Ces inscriptions parlent d'elles-mêmes. Et puis j'avais pris le parti, toujours en nomenclature, de faire figurer excusez-moi du terme, le entre guillemets devenir de persécution, c'est-à-dire après le Bordeaux-Drancy, que s'est-il passé? Et donc, les personnes qui ont été déportées dans les convois Auschwitz pour Birkenau, j'ai marqué bien entendu à chaque fois leur numéro. Pour ceux qui ne sont restés, qui n'ont pas ensuite été déportés ailleurs et qui sont restés internés à Drancy. Pour ceux qui sont morts à Drancy, j'ai marqué décédés à Drancy. Pour ceux qui se sont évadés, j'ai marqué évadés. Quand je n'ai aucune indication particulière, en tous les cas en l'état des connaissances que j'avais au moment où j'ai constitué la paroi, j'ai mis un petit sigle avec 3 petits points qui indique qu'en l'état actuel des connaissances, je n'ai pas pu trouver quelque chose concernant le devenir de cette personne. Et puis pour donc les déportations, comme je vous l'ai dit, très très majoritairement, ensuite on a donc des ventilations sur des déportations pour Auschwitz-Birkenau, mais nous en avons aussi quelques-unes pour Sobibor en 43, et puis autrement nous avons quelques déportations en camp de concentration, cette fois-ci pour Bergen-Belsen, donc des femmes et des enfants dont les maris
étaient prisonniers juifs, etc. Et donc certaines mesures dites à l'époque d'exception au regard de la législation avaient été prises. Quelques déportés à Aurigny. Et puis aussi des déportés pour le fameux convoi Koinas-Revel, c'est-à-dire Koinas et Tallinn, puisque Revel c'était Tallinn. Voilà en gros pour les différentes destinations. Voilà. Et il m'était très important que les personnes, qu'elles aient survécu ou qu'elles n'aient pas survécu, qu'elles n'aient connu que l'internement, ah oui, bien entendu, si de Drancy, elles ont été versées sur l'hôpital Rothschild, qui était une annexe, cela figure, si c'était sur un autre camp satellite de Drancy, cela figure aussi. C'est-à-dire que la diversité, la pluralité des situations auxquelles ont été confrontées les victimes soit présente. C'était quelque chose qui était extrêmement important pour moi, pour que l'on comprenne et que l'on saisisse que l'ensemble des victimes devaient figurer et pas simplement celles qui avaient été déportées dans des convois à destination de camps de concentration, de camps d'extermination, du moment où elles étaient parties en convoi de déportation depuis la gare de Bordeaux. Le parti pris que j'ai eu aussi, et qui concerne à la fois la paroi des noms et l'exposition, concerne la manière dont je restitue les identités et les personnes et leur existence, a été de travailler en plexiglas et en rétroéclairage. Étant anthropologue, pour moi, ce qui est central au sein du judaïsme, enfin l'une parmi les choses qui sont centrales au sein du judaïsme, c'est la question du verbe et de la lumière. Et je souhaitais, et prenant un peu le contre-pied de ce qui se fait traditionnellement, ou quand on voit des noms de victimes d'inscrites, c'est un peu comme sur un faire-part, hein, c'est du noir sur... voilà. En fait, j'ai voulu les faire apparaître dans et par la lumière. Donc ces panneaux sont rétroéclairés, donc le fond est bleu. Donc quand l'éclairage, quand les néons qui sont derrière les grands panneaux sont allumés, il y a cette force lumineuse qui est très importante, et quand ils sont éteints, on les voit apparaître de façon translucide, donc ils apparaissent aussi dans la lumière, en fait, dans la lumière naturelle. Et donc le fond est bleu dans les deux cas, un bleu un peu bleu nuit ou bleu clin, enfin... C'est un travail titanesque que vous avez effectué là. Vous avez mis combien d'années pour répertorier tous ces noms ? Oh, je l'ai fait dans la durée. En fait, je n'ai pas fait que ça. Ah oui, vous dire que je l'ai fait bénévolement. Je n'ai pas été, je n'avais pas de bourse de subvention particulière, etc. Donc c'est un travail en fait de très longue haleine. La paroi des noms, ça a été sur des années. En fait, j'avais pris part, d'abord suivi toute la procédure contre Maurice Papon ethnographiquement à partir de 88, et puis ensuite j'ai pris part quotidiennement, et ensuite, mise en accusation de 96, et puis surtout à partir du procès, j'ai pris part à l'intérieur de la salle d'assises aux côtés des parties civiles physiques, avec un badge justement d'accès partie civile physique qui m'avait été confié par deux des victimes qui souhaitaient que je sois à leur côté. Donc j'avais pris part à toute la procédure, tout le procès contre Maurice Papon, puis ensuite les appels à Paris, etc. Donc en fait, je ne peux pas vous dire le nombre d'années, mais je l'ai fait dans la longue durée. C'est un travail qui est anti-femme mais qui est important, qui est assez long à mener. Et j'avais un doctorat qui était une thèse de parcours long à faire en même temps. J'enseignais déjà à l'université. J'avais d'autres travaux aussi de recherche à faire en même temps. J'avais diverses obligations, donc je l'ai fait autant que je pouvais et dès que je pouvais. Et en tous les cas, toujours est-il qu'en 2013, tout mon travail était terminé, ce qui avait permis justement de pouvoir créer cette paroi des noms pour les célébrations de 2014 à l'époque. Voilà, et d'accompagner l'exposition portant plus spécifiquement sur les faits de janvier 1944 qui s'est passé dans cette grande synagogue et la constitution du convoi de janvier 1944.
Pouvez-vous nous expliquer de quoi avait l'air cette exposition quand elle a été inaugurée? Parce que maintenant nous voyons encore les panneaux, mais à l'époque c'était une exposition qui avait un concept bien spécifique. Oui. Alors, à l'époque, la paroi des noms, qui aujourd'hui est installée à la droite de l'Hérald, c'est-à-dire de l'Arche Sainte, en fait, nous l'avions, oui, parce que je l'ai conçue pour qu'elle puisse être mobile au gré des besoins de la vie dans la synagogue, parce qu'une synagogue c'est un lieu de vie. Donc en fait son actuel emplacement a été inauguré une année plus tard à la droite de l'Hérald, mais lors de l'inauguration à la fois de l'exposition et de la paroi des noms, en fait elle figurait face à l'Hérald, à l'entrée même de la grande synagogue, parce que l'exposition se tenait dans l'ensemble de la synagogue, derrière les grands piliers, en arc donc de cercle. Et en fait, l'idée avait été que les personnes devaient être devant cette paroi des noms et rentrer dans l'exposition par l'entrée de cette paroi des noms. Même s'il allait être plus spécifiquement question des victimes de janvier 44, qu'il fallait en passer par là, que c'était la confrontation le rapport avec l'existence des personnes, que l'exposition allait parler de certaines d'entre elles, mais que là, sur cette paroi, elles étaient toutes là, et que ces existences rétroéclairées, elles étaient avec nous et que nous leur faisions face, que nous étions avec elles. Et c'est quand on a désinstallé l'exposition, parce qu'en fait c'était plus qu'une exposition, c'était une installation, et que les autorités de la synagogue ont conclu qu'elle serait très bien à côté de l'Hérald, à la droite de l'Hérald. Donc, pour ce qui est de l'exposition en 2014, ce n'était pas exactement la forme que l'on voit aujourd'hui. En fait, c'était bien plus important. C'était une installation. C'est-à-dire qu'il y a les actuels panneaux de l'exposition que l'on peut voir, qui sont donc, comme je l'ai expliqué, rétroéclairés. Mais au moment de l'inauguration, j'avais aussi opté pour de la muséographie, on va dire, de type classique, avec des vitrines tables horizontales et verticales qui contenaient, donc, comme elle a été gardée, des originaux au moment donc des facsimilés, un certain nombre de choses qui venaient compléter cette exposition, qui venaient la préciser, aller encore plus loin que ce qui figure sur les panneaux. Il y avait de la projection sur les parois, il y avait donc du son, de l'image. Il y avait donc, j'avais constitué des bornes vidéo, donc il y avait des casques, donc les personnes pouvaient suivre avec des casques, notamment, j'avais eu plusieurs personnes qui avaient accepté de travailler avec moi, des hommes notamment qui avaient lu des pièces d'archives concernant l'arrestation, les ordres qui avaient été donnés par la préfecture, etc. Donc tout était mis à disposition du public en projection sur les murs, en bornes vidéo, en sortie de son. Donc c'était vraiment une installation visuelle au sens plein du terme. Et comme je savais que cette installation, pour ce qui était des bornes vidéo, des bornes son, des projections, des différentes projections sur les murs, n'allait pas rester en permanence, parce qu'encore une fois, c'est la grande synagogue, donc c'est un lieu de vie, c'est un lieu... Et du coup, la vie avait été un petit peu mise entre guillemets entre parenthèses le temps qu'il y avait l'installation, parce que avoir des vitrines tables, des vitrines verticales, même si on avait fait en sorte qu'il y ait toujours la possibilité d'avoir sur des temporalités sacrées des offices, etc. Néanmoins, pour le déplacement, c'était un peu gênant. Donc du coup, cela m'avait, outre les contraintes du lieu, parce que quand on travaille dans une grande synagogue et qui est classée monument historique, il y a et qui est immense, il y a aussi donc les contraintes de l'espace dont il faut tenir compte, les dimensions, etc. Et en termes de contraintes, pour justement constituer les panneaux, j'ai tenu compte du fait qu'à un moment donné, au niveau du processus de réception, je ne pourrais plus compter sur les projections, sur les bornes son, sur tous les documents mis dans les tables que j'avais mises dans la muséographie de type classique, et qu'il fallait que les panneaux soient certes lisibles, accessibles et donc pas trop chargés pour tout le monde, mais qu'ils aient un minimum d'informations
pour que les personnes justement arrivent à s'approprier, à comprendre et à s'approprier et à intérioriser ce que je leur apportais, enfin ce que j'essayais de rendre compréhensible et préhensible. Mais justement, vous parlez de ce que vous vouliez transmettre. Quand on regarde les panneaux, on lit les témoignages et on voit des photos ou des documents d'archives. Pouvez-vous nous expliquer en fait l'originalité de votre exposition et comment est-elle structurée? Alors, l'autre parti pris pour cette exposition a été, quand on est par exemple au niveau des textes, en dehors des documents que l'on présente, qui s'exprime, qui parle. Et pour cette exposition, j'ai pris le parti, à l'exception d'un mini paragraphe de quelques lignes où j'étais obligée d'expliquer les sigles qui figurent sur les annotations manuscrites qui figurent sur le fichier de Drancy, sur les cartes nominatives du fichier de Drancy, de ne pas m'exprimer, de disparaître totalement derrière la voix des personnes avec lesquelles j'ai travaillé. Donc, par souci, un peu comme pour la paroi des noms, pour essayer de faire comprendre à mes concitoyens, quels qu'ils soient, je veux pas dire la complexité, mais la diversité de ce qui trame un même événement, y compris à une échelle locale, la diversité des situations en présence, y compris sur une micro-échelle, telle que celle des arrestations perpétrées pour ce qu'on voit. J'ai travaillé avec des personnes qui étaient des enfants, avec des personnes qui étaient des adultes, des adolescents et des adultes. Donc des personnes d'âges différents qui avaient survécu. Et parmi elles, j'ai travaillé avec des personnes qui étaient juives de père et mère, au regard des lois rabbiniques. J'ai travaillé avec des personnes qui, au regard des lois rabbiniques, n'étaient pas considérées comme juives parce que la mère ne l'était pas. Qu'elle pouvait être elle pouvait être catholique, elle pouvait être protestante, etc. Donc enfant dit mixte. J'ai travaillé avec des personnes aussi qui étaient de couples mixtes. Je donne ces précisions parce que c'est extrêmement important pour comprendre justement les cas différents, c'est-à-dire toutes les situations différentes que l'on trouve au sein d'un même processus d'arrestation et ensuite dans les internements et les déportations qui vont suivre, parce que certaines n'ont pas été déportées en raison justement de ces ça n'a pas fonctionné pour tout le monde malheureusement, mais pour certaines n'ont pas été déportées en fonction justement de leur situation. Alors ce ne sont pas mes termes, ce sont ceux de l'époque, des situations selon les lois raciales vichistes et raciales allemandes. Mais ça ne veut pas dire que ça fonctionnait systématiquement, parce qu'en fait elles pouvaient être déportées malgré tout à tout moment. Donc le principe de l'exposition, c'est, d'un point de vue anthropologique, même si bien entendu il y a une trame chronologique, c'est un choix que je fais, que j'ai l'habitude de faire dans mon travail en anthropologique. On rentre dans les faits par le vécu et surtout par des processus. Je m'intéresse aux processus puisque les processus des logiques sociales et historiques, donc socio-historiques, sont à l'articulation, bien entendu, sont au cœur de l'expérience vécue des personnes. Donc en fait, ce qui est central dans cette exposition, je fais apparaître les personnes concernées, décédées ou non, dans et par la lumière, et on rentre dans les faits avec leurs mots. Et pour ce qui est donc des documents qui sont collatéraux aux extraits de ce qu'elles m'ont dit et de leurs situations respectives, puisqu'en fait je mets différentes situations, on pénètre dans tous les faits et dans toutes les phases du processus au gré justement de leurs situations respectives, genrées par âge, ce que j'expliquais. Chaque document qui figure, il n'y a aucun document qui soit extérieur aux faits que je traite. Je ne supporte pour ma part pas de voir des documents de Lyon, de Lille ou de je ne sais où, de Marseille, etc., comme on a l'habitude de voir dans certains documentaires, et encore pire quand on est sur la Pologne, ou des documents historiques qui n'ont rien à voir avec les faits précis
Ça c'est quelque chose qui a le don de m'insupporter. Donc en fait, et là ça a été très long. C'est un travail qui m'a pris aussi plusieurs années. Mais je n'ai pas consacré mes semaines entières à faire ça. Je l'ai fait chaque fois que je pouvais le faire. C'était de n'avoir de l'iconographie, enfin de l'archive, mais si vous voulez, pour le terme de l'exposition de l'iconographie, qui soit du sur-mesure, qui ne concerne que les faits. Bordeaux, la Gironde, les situations spécifiques ou pas, enfin, elles pouvaient être partagées aussi dans d'autres endroits des zones occupées, mais en tous les cas, tous les documents sont Bordeaux, Gironde, Pyrénées-Atlantiques, enfin partie de la Pyrénées-Atlantique ou des Landes, c'est-à-dire zones qui étaient couvertes par la préfecture de la Gironde. Et donc ce sont des documents pour les uns d'archives qui viennent ici, des archives locales et municipales, hein, donc de ce qui était couvert par la préfecture de la Gironde au moment des faits. Et puis, autrement, ce sont aussi sont des archives familiales, puisque les survivants ou des familles de victimes décédées m'avaient prêté, et je tiens à le dire, je l'ai fait avec elle et en leur présence. J'ai scanné les documents, je leur ai restitué immédiatement. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui a le don de m'insupporter. Certaines victimes le vivent très mal, parce que plusieurs m'ont dit voilà, on nous a demandé nos documents, on les a donnés, mais en fait, c'est important qu'ils aient été donnés parce que c'est pour les archives. Mais en fait, on aurait aimé les avoir, voilà. Donc, moi, j'ai pas besoin de posséder des originaux. Il y avait cependant des originaux dans les vitrines tables, mais c'est parce que les membres des familles tenaient, comme c'était gardé, il y avait un gardiennage, elles le tenaient. Mais autrement, comme je vous ai dit, j'avais fait des copies scannées, et puis les gens peuvent très bien comprendre qu'il y a des documents qui sont importants et qu'on n'a pas forcément besoin de voir la pièce originale elle-même. Donc tous les documents que l'on voit dans l'exposition, qui sont des documents, pour ceux qui sont des documents familiaux, je les ai tous restitués, bien évidemment, aux familles concernées. Elles en font ce qu'elles en veulent après. Voilà. Qu'est-ce qui va s'ajouter à cette exposition ? Alors, ce qui va s'ajouter à la paroi des noms, c'est d'une part, à Bordeaux, près de Bordeaux, il y avait le camp de Souges. En fait, il y avait un camp d'exécution avec des fusillés. Ils ont été très nombreux. Et parmi eux, il y avait des juifs. Donc, il me semble très important que leur nom soit inscrit. Donc il va y avoir un pan de rajouté concernant les fusillés juifs, enfin ceux qui parmi les fusillés ont été fusillés parce qu'ils étaient juifs. Et puis aussi donc d'autres déportés qui habitaient ici, qui habitaient en Gironde et qui en fait ont été internés, ont été déportés, mais leur déportation n'est pas un convoi Bordeaux-Drancy. Il y a un premier convoi qui est Bordeaux vers une autre destination d'internement, mais qui n'était pas Drancy. Donc là, je travaille sur plus de 350 personnes, et ce sont des familles avec des enfants, et ce sont que des juifs étrangers. Donc voilà les faits sur lesquels je travaille, et quasiment presque aucun d'entre eux n'a survécu. Voilà, donc il va y avoir 300 et quelques autres noms qui vont s'ajouter à ceux qui sont déjà là, et avec des familles entièrement décimées. Est-ce que vous savez l'impact qu'a eu cette exposition à l'extérieur, et si elle a suscité un débat ? Alors, elle a été et elle est très visitée. Quand la première année, en fait, de toute façon, il y a un partenariat avec le rectorat. Comme justement, elle a une dimension qui n'est pas que locale, ce que j'indiquais, des classes sont venues de Pau, des Pyrénées-Atlantiques, etc., des Landes, sont venues de partout, de Gironde, pour la visiter quand il y avait vraiment encore toute l'installation. À ce moment-là, il y avait quelqu'un qui aujourd'hui est décédé, qui me relayait, parce que moi j'enseignais à la fac, donc je peux pas toujours être là, pour faire les visites. Et puis après ils ont mis en place une sorte d'audio guide aussi, qui parle plus, je
crois plus largement de l'ensemble de la synagogue. L'exposition avait été transportée, même si c'est pas très pratique, parce que vous voyez, alors c'est pas mes termes, ce sont les termes du Conseil général et autres de conservation. Elle est dans une forme dite monumentale, ce sont des panneaux donc rétroéclairés de plus de 2 mètres, sur 1,50 m, ils sont très nombreux, rétroéclairés, sur châssis de bois, donc c'est un peu technique et surtout c'est fragile. Donc elle a été exposée dans les grands salons de la mairie de Bordeaux, elle avait été réexposée à cette occasion-là. Elle a son lieu de conservation quand elle n'est pas ici, ce sont les archives départementales de la Gironde, puisque j'ai fait don de mon travail, voilà. Et puis, elle a été réexposée là, et en fait, les personnes demandent. Et surtout aussi pour les personnes qui viennent de l'extérieur, parce que ça leur permet de comprendre, ça permet aussi de comprendre ce qu'était et ce qui est une des singularités historiques de cette grande synagogue. Et donc les échos que j'en ai, mais d'autres pourraient peut-être mieux en parler que moi, parce que moi je suis pas là en permanence, c'est qu'en fait, d'abord la paroi des noms, il y a des gens qui viennent de partout, et parce qu'ils retrouvent les noms de leur famille, donc c'est extrêmement important. L'habitude est aussi quelquefois de se recueillir devant elle, c'est important. Vous voyez, par exemple, il y a eu Yom HaShoah il y a 2 jours, certaines personnes qui sont sorties et qui ont des familles sur ces panneaux ont voulu, et sur la paroi des noms, ont voulu venir. Donc tout était allumé, justement, les panneaux rétroéclairés étaient allumés par rapport aux leurs, par rapport à certaines de leurs familles qu'on voit sur les panneaux, enfin, dont des trajets sont restitués, et puis pour d'autres dont les noms sont sur la paroi des noms. Donc globalement, les échos sont très positifs. Je vois quand il y a les journées du patrimoine, il y a un monde incroyable qui vient la voir, mais en permanence en fait. Il y a constamment des visites. Et il m'est arrivé une ou 2 fois d'être là, mais pour de toutes autres raisons, parce qu'on me demandait pour autre chose. Et en fait, les gens restent longtemps, prennent le temps de lire les panneaux. Vous allez rire, parce que bon, je travaille un peu d'une façon artisanale, comme je suis anthropologue. Et par exemple, vous voyez, pour la taille, pour tout ce que vous avez vu, en fait, ce que je conseille aussi à mes étudiants quand on doit faire des réalisations, c'est que je fais toujours des prototypes. Et je mets contre un mur, et je me mets à 2 ou 3 mètres, et je regarde si on peut lire, si on peut pas lire, ce qu'il faut. Vous voyez, en fait, des visualisations pour qu'au niveau de la réception, ce qui m'est dit aussi, et ça me fait plaisir, parce que c'était un de mes, une exigence que je m'étais assignée, mais bon, on peut jamais, même si j'essaie constamment de me décentrer, de me mettre à la place des personnes qui reçoivent, c'est-à-dire qui sont, elles, dans le processus de réception, ce qui revient très souvent, ce qui m'est dit, c'est que les personnes, quand elles sortent de là, et d'ailleurs, vous voyez, c'est resté du coup ici, c'est qu'elles ne se sentent pas mal. Et que même si on aborde la Shoah, ce qui s'est passé ici, en fait, elles me disent, vous savez, c'est ça, c'est se dire qu'elles ne se sentent pas mal, et que, je ne sais pas si le terme serein est adéquat, mais que elles sont là, qu'elles ont leur place, et que ce n'est pas triste, et qu'il y a une impression de sérénité, de lumière. La même chose que dit Boris Cyrulnik. Voilà. Et vous pensez qu'elle sera amenée à être itinérante ? Oui, elle doit l'être. En fait, on vient d'avoir 2 années de Covid. Alors, ça va faire 10 ans, mais pour la faire, et aussi la paroi des noms, j'avais mis en dehors de mes cours, en stand-by, tout mon travail. Parce qu'on ne dirait pas, mais ça prend énormément de temps, surtout que du travail de recherche à la réalisation, à la confection, puisque je crois que je vous l'ai expliqué, j'ai travaillé sans secrétaire, sans stagiaire, sans personne, et j'ai écrit moi-même de mes petits doigts le moindre mot frappé, le moindre lettre, tout ce que vous voyez en fait, et c'est un travail colossal à faire. Donc ça m'a pris énormément de temps, de mois de travail, d'années. Donc après ça, il a fallu
que je puisse me remettre à mes articles scientifiques, enfin à ma vie aussi de chercheur. Et puis, ces 3 dernières années, il y a eu le Covid, j'ai moi-même eu un Covid fort. Enfin bref, il y a eu un certain nombre de choses et qui ont fait que des choses ont aussi été décalées. Mais oui, l'itinérance est prévue. Et elle est prévue sur toute la Gironde. La seule chose, c'est que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Elle est prévue avec l'ONAC-VG qui veut la faire circuler justement, qui la trouve très bien et qui veut la faire circuler partout. Elle est prévue aussi avec le consistoire, avec d'autres villes, mais elle a déjà été accueillie sous un autre format à Branne. Là, une autre commune veut la voir. En fait, en ce moment, il y a 3 autres communes aussi qui souhaitent la voir. Et au-delà de la Gironde ? Et au-delà de la Gironde, alors, des demandes avaient été faites depuis les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, mais à un moment où moi vous voyez, c'est encore une fois, c'est les panneaux rétroéclairés, déjà les faire basculer jusqu'à, pourtant la mairie elle est pas loin, c'est un peu compliqué, il peut y avoir de la casse, les coûts des assurances, etc. Donc elle pourra circuler hors Gironde dès lors que j'aurai fini de faire justement ce qu'il y a l'itinérance. Voilà. Je vous remercie beaucoup, c'était vraiment très très intéressant. Merci beaucoup pour cette interview. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Ce podcast a entièrement été réalisé par Isabelle Birambeau. Je remercie chaleureusement Carole Lémé pour le temps qu'elle m'a accordé, ainsi que le président du consistoire israélite de Gironde, Erika Wizerat, pour l'accès qu'il m'a donné à la grande synagogue de Bordeaux, ainsi que la mise en contact avec Carole Lémé.